Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on se demande s'il faut encore rester investi sur les marchés financiers et si oui, quelles sont les classes d'actifs qu'il faut privilégier. Bonjour Nina. Bonjour David. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Pour vous, les facteurs qui ont soutenu les marchés jusqu'à présent, ils restent toujours d'actualité? Et si oui, pourquoi? Il reste d'actualité. Donc, on a eu 4 facteurs essentiellement qui ont soutenu les marchés l'année dernière. Donc, une visibilité en termes de trajectoire de désinflation, en Europe particulièrement. Un peu moins aux États-Unis. Un peu moins aux États-Unis, notamment avec l'arrivée de Trump au pouvoir. On a un environnement macroéconomique plutôt résilient. Rappelez-vous, il y a encore un peu plus de 2 ans, tout le monde parlait de récession. On a pu éviter ce scénario et donc on a une économie qui se tient plutôt bien. Des publications de résultats qui ont été plutôt de bon augure, qui certes se normalisent mais qui restent plutôt bons. Et puis un stimulus fiscal et monétaire qui a été déployé largement à travers le globe. Donc ces 4 facteurs-là devrait perdurer en 2025, devrait soutenir normalement les actifs risqués courant de l'année, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut rester vigilant, notamment dans le cadre de l'administration Trump, qui est pleine de surprises, pleine de rebondissements, qui est certes pro-business, mais qui est aussi riche en contradictions, des politiques fiscales qui devraient être bénéfiques pour la croissance, mais pourrait aussi alourdir le déficit budgétaire qui est déjà colossal aux États-Unis, qui pourrait aussi rajouter une pression supplémentaire à la hausse à l'inflation. Oui. Qui n'est pas encore sous contrôle, en tout cas qui n'a pas encore atteint les objectifs de 2%. Exactement. Souhaite atteindre la Fed. On est plutôt autour de 3% aujourd'hui aux États-Unis sur l'inflation. Voilà, et donc cette politique pro-business de Trump, elle est favorable au marché actions, évidemment. Après, il y a aussi il y a la question de quel impact sur l'inflation et cette pause monétaire qu'on voit de la Fed, combien de temps potentiellement elle peut durer, et ce risque inflationniste, vous le disiez, aux États-Unis, parce que ça pourrait rajouter potentiellement plus d'inflation. D'autant plus dans un contexte de valorisation qui reste quand même très élevé. C'est vrai pour les marchés actions américaines qui traitent aux alentours de 25 fois les bénéfices sur le S&P 500, qui est vrai aussi sur le crédit aux États-Unis. Si on regarde, et c'est assez intéressant, l'investment grade américain, on a atteint les primes de risque de 1998. Sur le haut rendement américain, on est très proche des points les plus resserrés de 2007. Donc on a des valorisations élevées. Actions et obligations. Actions et obligations, et donc qui pourraient entraîner des périodes de trous d'air courant 2025, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir en août de l'année dernière. Donc on se dit quoi? On se dit qu'il faut, avec tout ce qu'on s'est dit là, il faut rester investi. Et comment sur ces marchés financiers, que ce soit actions, obligations? Commençons par le crédit. Il reste attractif malgré ce qu'on a dit là? Il reste attractif. Effectivement, on est plus au niveau de rendement qu'on a pu voir en 2022. Les primes de risque se sont resserrées en Europe notamment. Est-ce qu'on aurait voulu avoir des primes de risque plus attractives? Très certainement. Mais le crédit aujourd'hui, et c'est le cas depuis 2 ans, c'est un produit de rendement. Ce n'est plus un produit de prime de risque. Et malgré tout, on a des niveaux de rendement qui restent plutôt attractifs. Sur le high yield européen, par exemple, on est à plus de 5,5%. Donc on reste sur des niveaux plutôt intéressants. Même sur les taux longs souverains qui ont remonté un petit peu aussi. Qui ont remonté un petit peu depuis le début de l'année. Et donc finalement, dans ce contexte-là, constituer un portefeuille qui cherche à verrouiller un rendement, verrouiller un coupon, créer des revenus réguliers, nous semble une stratégie absolument clé dans cette configuration-là de marché. En mélangeant à la fois des actifs de qualité et en allant chercher un petit peu de risque aussi, sur quelle classe de crédit? Alors, la manière dont on va procéder, c'est qu'on va créer un cœur de portefeuille qui va être investi sur des émetteurs de qualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas forcément de l'investment grade, puisque c'est important de le préciser. On a des très belles signatures également au sein du haut rendement, des sociétés qui génèrent du cash, qui ont des belles marges, mais qui ont dû s'endetter à un moment pour financer leur croissance, mais qui pour autant offrent beaucoup de visibilité en termes de trajectoire de désendettement. Donc, c'est du bon high yield. C'est du bon high yield qui offre... C'est pas un oxymore. Et puis c'est pas des on met de côté les dossiers un peu trop complexes, et là sur des émetteurs de qualité on peut aller chercher du 5-6% sans s'aventurer dans des choses trop complexes. Et puis on va rajouter 2 stratégies un peu plus satellites qui vont venir davantage rehausser le rendement.
descendre dans la qualité de notation des émetteurs, donc aller chercher notamment un gisement de notation plus basse qui a été massivement délaissé par les investisseurs, notamment lors de la remontée des taux. Peut-être pour de bonnes raisons aussi. À ce moment-là, très certainement pour de bonnes raisons, il y avait beaucoup de craintes sur la capacité de ces sociétés qui sont assez endettées de finalement naviguer dans cet environnement de taux. Mais ça ne s'est pas matérialisé. Ça ne s'est pas matérialisé, mais après, c'est vrai que c'est un gisement. Il faut avoir des ressources pour regarder dossier par dossier et détecter finalement ces quelques inefficiences de marché, à savoir des émetteurs qui ont plutôt des bons fondamentaux, mais qui ont des émissions plutôt simple B, triple C. Et puis, deuxième stratégie satellite, les subordonnées financières. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, ça reste une des principales convictions. Il faut expliquer en 2 secondes ce que c'est qu'une subordonnée financière. Des obligations donc, émises par les banques. Il faut savoir aussi que les banques, réglementairement, sont obligées d'émettre de la dette, ce qui n'est pas le cas des obligations d'entreprise. Et donc, sur ce gisement-là, déjà d'un point de vue fondamental, on a quand même un univers bancaire européen qui reste sain et on le voit trimestre après trimestre avec la publication des résultats. Et en termes de valorisation, on peut aller chercher à peu près 2% de rendement supplémentaire sur des obligations subordonnées financières par rapport à une obligation d'entreprise de même qualité de notation. On rajoute 2 points de performance. 2 points de rendement. De rendement. Ok, pour la partie, Nina, pour la partie action, vous allez me dire la tech, toujours la tech, encore la tech ou pas que ? Alors, c'est vrai que pour la partie action, le marché américain reste indispensable, et notamment la tech. Malgré sa cherté. Malgré sa cherté, c'est vrai que la technologie américaine, c'est là où se concentre la croissance, c'est là où on a un vivier de sociétés de très belle qualité, mais effectivement, il n'y a pas que la tech. Et puis la tech qui est concurrencée maintenant, on l'a vu, par DeepSeek, par le chat GPT chinois, qui serait très impressionnant et performant avec un coût de développement nettement plus faible que les milliards engloutis aux États-Unis. Tout à fait, c'est toute la problématique de cette thématique de CAPEX exactement. Et donc, cela me fait dire que finalement, les 2 dernières années ont été quand même portées par la tech américaine et que peut-être 2025, la performance viendrait d'ailleurs. Et donc, sur les marchés américains, on va regarder aussi les petites et moyennes capitalisations qui ont massivement sous-performé, qui traitaient une décote historique par rapport au large cap et qui pour autant devraient aussi bénéficier de ces mesures fiscales implémentées par l'administration Trump et également d'une nouvelle dynamique peut-être de fusion-acquisition qui était absolument terne depuis 2 ans mais qui pourrait revenir et être bénéfique à ce segment de marché. Et puis également les banques américaines, à nouveau dans ce contexte de dérégulation sous l'administration Trump. On pourrait en profiter. Tout à fait. Après, il y a les marchés boursiers européens qui sont en retard, on le sait bien, par rapport au marché boursier américain, mais on a vu un bon début d'année sur les marchés boursiers en Europe, ici, notamment sur le CAC 40. Donc c'est le retour, c'est la fin du désamour des investisseurs avec les marchés boursiers européens. On y croit. C'est vrai que pour les investisseurs qui ont envie de se diversifier des marchés actions américaines qui sont très concentrés, très chers, l'Europe est une bonne opportunité, est une belle opportunité. Elle a massivement sous-performé, elle traite à une décote par rapport au marché américain pour des bonnes raisons qu'on connaît tous. Il y a moins de croissance en Europe, il y a des incertitudes politiques. L'Europe est aussi utilisée comme proxy de la Chine. Donc voilà, cette décote, elle est justifiée, mais on a quand même envie de dire que finalement, les valorisations aujourd'hui, cette négativité, elle est reflétée dans les valorisations en Europe et donc que ça reste une zone assez attractive. Plus particulièrement, on va regarder notamment le secteur de la défense, qui est un univers qu'on aime beaucoup chez Tikehau Capital. On investit dessus via notre stratégie de private equity, mais également les fonds UCITS, liquides, avec des entreprises comme Rheinmetall, comme Thales, comme Airbus. On va également regarder la tech, puisqu'il n'y a pas que la tech américaine. Alors c'est certainement un secteur qui est plus petit, moins profond, mais on peut trouver des belles entreprises. Et puis, pour finir, des secteurs qui sont plus sensibles à la baisse des taux. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a une trajectoire de baisse des taux qui est beaucoup plus claire en Europe par rapport aux États-Unis. Et donc là, on va regarder les foncières cotées avec notre expertise chez Sofidy notamment. Et puis des sociétés comme Iberdrola, comme Terna, qui surfent également sur la thématique de la transition énergétique. Voilà, donc on peut rester investi, mais de manière sélective.
et ciblée, c'est ça, hein? Tout à fait. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci Nina. Merci David. Et Valeurs Ajoutées revient très vite ici chez vous sur Boursorama.